Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, la tempête qui souffle sur le royaume d'Angleterre et une biographie du prince Charles sème la zizanie dans la famille royale. Un ciel de plus en plus dégagé en revanche entre Israël et la Jordanie qui se sont mis d'accord aujourd'hui pour la signature d'un traité de paix dans un peu plus d'une semaine. Les conséquences des élections d'hier en Allemagne, la journée du refus de la misère un petit peu partout à travers le monde. Et puis également dans cette édition, l'ouverture du capital de Renault, c'est pour demain, le défilé haute couture de Chanel et la tournée triomphale de Katharina Witt, un peu partout à travers la France. Les sujets de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, ont découvert une grande première. Ce matin, dans leurs journaux, un entretien du duc d'Édimbourg, l'époux de la Reine, obligé de se défendre des accusations de son propre fils. Le prince Charles rend son père responsable de l'échec de son mariage avec Diana. Nous serions peut-être, nous, tentés d'en rire. Les Anglais, eux, sont catastrophés. À Londres, Bernard Lebrun. Le père et le fils qui se croisent, mais ne se regardent pas. Fâchés, très fâchés. Tout commence un certain mercredi à 20 h. Pour la première fois dans l'histoire de la monarchie, un futur roi accepte de se confesser en public sur sa vie privée. Audimat garanti, le pays tout entier est rivé devant les téléviseurs ce 26 juin. Charles avoue qu'il a effectivement trompé Diana. Cette émission est le point de départ d'un immense déballage de linge sale sur la place publique par journaux et livres interposés. Une avalanche ininterrompue de scandales, objectif du couple, prendre à témoin et gagner les faveurs de l'opinion publique dans le cadre de son divorce. La guerre des Windsor, la faim et le Sun de supplier, de conjurer, divorcer maintenant pour sauver la monarchie, mais est-elle en péril ? Il n'y a aucun doute sur le fait que ce divorce va briser un futur couple royal. Je ne pense pas pour autant que c'est la fin de la monarchie et qu'il y aura à terme 2 républiques de chaque côté de la Manche, bien que votre république soit une république quasi royale. Non, je pense que la monarchie évolue, mais qu'elle ne meurt pas. Comme le monde, la monarchie ne ferait donc que changer de peau en se mettant au goût du jour. Mais alors, qui va gagner le match? Dernière révélation en date, Charles n'a jamais choisi Diana, il accuse son père, Philippe d'Édimbourg, de l'avoir contraint de l'épouser. Le prince consort qui n'est pas le roi semble être le marieur de la famille. Normal, il est le père. Mais côté mariage, son talent semble bien laisser à désirer. Sa fille, Anne, est divorcée. Charles, n'en parlons plus. Andrew est seul, séparé de Fergie. Quant à Édouard, à 30 ans, il est toujours célibataire. Sage décision, n'est-il pas? Même si la fin d'un mariage n'est pas la chute d'une couronne. Ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre, telles sont les règles d'or de la monarchie. Charles fait le choix contraire, il met toute sa vérité sur la table. Ce qui est sûr, c'est que ses parents sont partis rouges de colère ce matin en Russie. Le prince Charles a donc résolument transgressé cette fameuse règle édictée par ses ancêtres, ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Une stratégie qui pousse certains spécialistes de la famille royale, dont Christian-Marie Monod, à penser que décidément non, Charles ne sera jamais roi. Le prochain face-à-face entre le duc d'Édimbourg et son fils, le prince Charles, promet d'être glacial. C'est la première fois que l'héritier de la couronne d'Angleterre règle ses comptes avec toute sa famille. Personne n'est épargné, pas même sa mère, la reine d'Angleterre. Les sujets de Sa Majesté risquent fort d'entendre, une fois encore, cette fameuse phrase prononcée en 1992, « C'est une année horrible ». La famille royale joue une pièce de théâtre auquel tout le monde s'intéresse. Et on a besoin de cela, parce que c'est une crise de l'amour et de la famille. La monarchie britannique millénaire a toujours été très critiquée, mais cette fois, les coups pleuvent de toutes parts. Il y a un sentiment que la famille royale n'est plus ce qu'elle était, qu'il y a une série d'histoires affligeantes, navrantes, où il n'y a plus de mystère. Famille éclatée, pays déchiré, illustration du divorce entre les traditions et un monde moderne impitoyable. La reine Elisabeth II doit se sentir bien seule. Eh bien précisément pendant ce temps-là, imperturbable et volontaire, la reine Elisabeth est arrivée à Moscou pour une visite de 4 jours, une visite retransmise en direct à la télévision britannique. La reine a rencontré le président russe Boris Yeltsin, c'est une grande première, la toute première visite d'un monarque britannique dans l'ancienne terre des tsars. Si la monarchie britannique est secouée par les scandales, la monarchie russe, elle, a engagé un réveil difficile
Après plusieurs dizaines d'années de communisme, on trouve un peu de tout dans les partis et les associations monarchistes. Nos correspondants Dominique Derda et Jean-François Bernigaud ont même rencontré Nicolas III, l'homme qui prétend en tout cas être le petit-fils de Nicolas II. C'est au-dessus d'un banal bureau de change dans un immeuble décrépit du vieux Moscou que nous avons rendez-vous. L'homme qui nous reçoit, en grand secret et en uniforme d'amiral, ne serait autre que le prochain tsar de toutes les Russies, Nicolas III, petit-fils de Nicolas II, exécuté en 1918 par les bolcheviks. Son épouse Natalia se dit rien de moins qu'une descendante de Pouchkine. Et voici son état-major, les seuls d'ailleurs à avoir jamais entendu parler de son Altesse. Me présenter en public serait signer ma condamnation à mort, dit-il pour expliquer son absence totale de la scène politique. C'est impossible, vu l'instabilité actuelle. Heureusement, il y a des forces qui me gardent et qui me protègent. Vous pensez réellement que la Russie puisse redevenir dans l'avenir une monarchie? Bien sûr que oui. La Russie doit redevenir une monarchie et retrouver ses racines tsaristes. À notre époque, seule la monarchie peut rétablir les frontières de l'Empire et faire de la Russie un État puissant. Bientôt, ça ne fait aucun doute, le monde comptera un royaume de plus, d'ailleurs la photo officielle est déjà prête. Malheureusement, tout le monde n'est pas de leur avis et le tramway de l'histoire les ramènera peut-être un jour à la triste réalité. Ce sont de doux mythomanes, comme la Russie en compte beaucoup. Il existe des preuves formelles de la mort du prince Alexei, le fils de Nicolas II. C'est pourquoi ces prétendants au trône me font sourire. Il ne suffit pas de se déclarer prétendant, encore faut-il le prouver. Pas de chance donc pour Nicolas III. En revanche, depuis la mort du grand-duc Vladimir Kirillovitch, fils d'un cousin de Nicolas II, l'héritier du trône serait ce petit garçonnet de 13 ans à peine, Georgi Romanov. Serait, car bien évidemment, au royaume des monarchistes, rien n'est simple, sa maman, en épousant un vulgaire roturier, aurait compromis les chances de son auguste fiston. Le 6 octobre dernier, pour la première fois depuis l'effondrement de l'URSS, le tout Moscou monarchiste s'est réuni en grande pompe. Il y avait là tout ce que la Russie compte de nostalgique, l'église orthodoxe en tête, qui ne serait pas fâché de retrouver ses privilèges et sa fortune d'antan. Et puis en vrac, un ancien général du KGB, le chef des insurgés d'octobre 93, et le président du Parti communiste dont la présence visiblement n'étonne personne. On trouve décidément de tout chez les monarchistes russes et leurs débats enflammés sur la légitimité de tel ou tel prétendant promettent d'être passionnants. Toujours dans l'actualité à l'étranger, au Proche-Orient maintenant, après une semaine de chaud et de froid pour la paix marquée par un prix Nobel commun, mais aussi par la neutralisation sanglante d'un commando d'intégristes palestiniens, c'est aujourd'hui entre Israël et la Jordanie que le ciel s'est éclairci. Les deux pays devraient signer un accord de paix en fin de semaine prochaine. Olivier Lerner. Une poignée de main, ça paraît si simple. Mais ce fut tellement compliqué pour en arriver là que l'on peut parler de gestes extraordinaires, d'événements historiques heureux. Après l'Égypte en 1979, la Jordanie est donc le deuxième pays arabe à faire la paix avec Israël. Tout le monde a gagné, a dit Yitzhak Rabin, très ému. Amman, avec ses dirigeants qui ont toujours maintenu des contacts secrets avec Jérusalem si proche. Mais aujourd'hui, la paix totale offre un formidable espoir des deux côtés. Les frontières vont s'ouvrir, les relations diplomatiques vont s'installer, le commerce va pouvoir commencer. La paix, c'est le plus important pour tout le monde. Il faut faire quelque chose pour développer la situation ici, le travail, le chômage. Je pense que c'est très bien. Une fois n'est pas coutume, à Jérusalem aujourd'hui, la classe politique salue dans son ensemble ce traité de paix piloté une fois encore par le tandem Rabin-Peres. Reste à savoir si la Syrie va suivre le même chemin. Mais c'est exceptionnel, c'est une grande première. Vraiment, c'est un grand jour. Moi, je pense qu'on a renoncé à beaucoup de choses. On donne aux Jordaniens des territoires qui nous appartiennent. La Jordanie, c'est à nous. Gaza aussi, c'est à nous. C'est une bonne chose et c'est très positif. Mais le reste des accords avec les Palestiniens ou avec les Syriens, là non, je suis contre. Cela peut provoquer une catastrophe en Israël. Eilat en Israël, Aqaba en Jordanie n'ont pas attendu longtemps avant de se rapprocher. La frontière est ouverte depuis quelques semaines. Les touristes et les Israéliens qui ont une double nationalité se sont fait une joie de traverser ces lignes si longtemps grillagées, minées et fermées. Le 27 octobre prochain, traverser la frontière israélo-jordanienne ne sera plus qu'une simple formalité. En Algérie, le groupe islamique armé, le GIA, a revendiqué l'assassinat de 2 Français tués il y a une dizaine de jours dans la banlieue d'Alger.
François Mitterrand a envoyé un message de félicitations au chancelier allemand Helmut Kohl, message dans lequel le président de la République se réjouit de pouvoir continuer à travailler avec lui. Les résultats des élections d'hier peuvent être interprétés comme un succès de longévité pour Helmut Kohl, mais aussi comme un sévère avertissement aux chrétiens démocrates. À Bonn, notre correspondant Bruno Albin. Pour la 4e fois, les Allemands confient le gouvernement à Helmut Kohl. Image de victoire, image trompeuse peut-être, car la coalition du chancelier vient de perdre 70 sièges et ne dépasse que de 10 voix la barre de la majorité. Peu importe, répond Helmut Kohl, je ne suis pas seulement un chancelier pour les beaux jours. Regardez en arrière dans l'histoire de la République fédérale, dans les années 60 ou 70, on a eu à plusieurs reprises des élections où des gouvernements sont sortis avec une majorité tout à fait juste, 5 ou 10 sièges. Mais regardez plutôt Rudolf Scharping, le chef de file des sociaux-démocrates hier soir, le sourire aux lèvres, son discours n'est pas celui d'un perdant. Pour les 4 années à venir, annonce-t-il à ses militants, la social-démocratie sera une force que l'on ne pourra plus contourner en Allemagne. Sa campagne vient de ramener le SPD au Bundestag avec une représentation respectable et il s'apprête à mener la vie dure à la majorité du chancelier. Le pouvoir, il y pense et peut-être même pour plus tôt qu'on ne croit. Comment gérer une si courte victoire, s'interrogeait-on pendant ce temps à la CDU. Les majorités trop faibles annoncent le crépuscule des chanceliers, rappelait l'éditorial d'un journal de Bonn. Helmut Kohl le sait bien, un renversement de coalition lui a permis il y a 12 ans de prendre la place du chancelier Schmitt. Nous retrouvons notre correspondant Bruno Albin en direct. Bruno, bonsoir. Est-ce que ce qui est arrivé précisément à Helmut Schmitt peut arriver aujourd'hui à Helmut Kohl ? Bon, écoutez, nous n'en sommes pas encore là, mais jusqu'à présent, Helmut Kohl a parfaitement contrôlé son parti. Il y connaît tout le monde depuis ses débuts en politique, c'est-à-dire depuis l'époque du chancelier Adenauer. Mais il contrôle moins, par exemple, un certain nombre de personnes au Parti libéral, son allié indispensable dans la coalition gouvernementale. Et il est à peu près certain que sur un certain nombre de sujets sensibles, comme l'avortement par exemple, ou difficiles comme le débat budgétaire, le chancelier risque de se retrouver en minorité dans son propre camp, ou en tout cas de ne pas y faire l'unanimité. Et précisément, Bruno, comment tout cela peut influencer la politique de l'Allemagne pour les mois et les années à venir ? Peut-être tout simplement en rendant plus nécessaire la recherche du consensus, car même si les urnes ont donné au chancelier Kohl une majorité formelle lui permettant de gouverner seul, on commence à penser ici que la pression de l'opposition sera très très forte pendant cette législature, au point que l'on commence à dire en Allemagne qu'une espèce de coalition de fait devra s'établir entre le chancelier et son opposition social-démocrate, ce qui ne sera pas forcément de son goût. Merci beaucoup Bruno Albin pour cette analyse. Toujours à l'étranger, en visite au Koweït aujourd'hui, Alain Juppé a redit, comme François Léotard la semaine dernière, que les États-Unis ne pouvaient se substituer aux Nations Unies pour faire la police en Irak. À Koweït City, la capitale, Gilles Rabin et Didier Dahan. Ça n'est pas la guerre, c'est le courrier, celui des matelots de la frégate Georges Legge en mission au large du Koweït. 10 jours qu'ils sont sans nouvelles de France depuis le début de la crise du Golfe. Avec les lettres personnelles, le courrier officiel, ce sac contient peut-être l'explication des hésitations apparentes de la diplomatie française. C'est important car aujourd'hui leur mission est moins militaire que diplomatique, leur rôle c'est celui d'un porte-drapeau. Nous appuyons la diplomatie française dans cette zone et je suis extrêmement heureux de pouvoir montrer ici le pavillon national. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, avait bien besoin de ce renfort pour rassurer des Koweïtiens et leur émir, Jaber, qui s'inquiétaient de voir la France trop attentive aux arguments de Saddam Hussein et trop critique à l'égard de la réaction des Américains. Il y a la lettre et il y a l'esprit. Il est évident qu'à la lettre, rien n'interdisait ce qui s'est passé, mais l'esprit compte plus que la lettre en l'hypothèse, et c'était à l'évidence une provocation inadmissible qui a été clairement condamnée par la résolution 949 du Conseil de sécurité. Donc sur ce point, le débat est clos. Il faut maintenant que l'Irak respecte ce qui lui a été prescrit par le Conseil de sécurité, et c'est la position de la France. Le débat est clos. Confirmation du ministre des Affaires étrangères koweïtien. Ne faisons pas une montagne d'un tout petit tas de sable.
Le ministre part, les marins restent. Même si la tension est retombée, la France doit montrer son drapeau dans le golfe Persique. A noter qu'un deuxième navire de guerre français, l'aviso escorteur Bori, est arrivé ce matin au nord-ouest de la capitale koweïtienne avec 166 hommes à bord et qu'aux Nations Unies, le vice-premier ministre irakien, M. Tarek Aziz, a indiqué que son pays était prêt à reconnaître le Koweït, mais il n'a pas dit quand. Pendant que la tempête souffle sur les riches monarchies en France, le cri d'alarme de l'association ATD Quart Monde retentit aujourd'hui pour la 7e fois. Depuis 1987, l'association organise la journée du refus de la misère, symbolisée sur la place du Trocadéro à Paris par la lecture d'une série de témoignages pour dénoncer l'exclusion. En France, les statistiques indiquent froidement que 5 millions de personnes vivraient sous le seuil de pauvreté avec seulement 2300 francs de ressources par mois. C'est un jeune homme de 30 ans qui élève tout seul ses enfants, Jean-Luc Jalmont, qui représentait la France aux Nations Unies à New York, où se sont rassemblées 300 familles en grande difficulté venues du monde entier. Nous avons vu Jean-Luc Jalmont hier dans l'édition de 20h chez lui. Nous le retrouvons aujourd'hui à New York en compagnie de Caroline Glorion et Christian Leroux. Ils ont quitté leur bidonville de Manille ou de Madagascar. Ils sont venus d'Afrique, de Thaïlande ou d'Europe. Lui, Jean-Luc Salmar, est venu de France, d'une cité de la région parisienne. Il est l'un des 300 délégués, ambassadeurs des familles les plus pauvres du monde. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, ces pauvres sont reçus aux Nations Unies, où ils vont prendre publiquement la parole. Nous sommes un peuple qui n'a pas été vaincu par la misère. Nous lui résistons depuis toujours. Pour nous, la misère est la plus grande injustice. On a un espoir de pouvoir un jour faire bouger les choses. Je crois que on a tous du mal à vivre, il faut s'aider. Ici, on s'est sentis tellement ensemble, tous ensemble, qu'on s'est rendu compte que dans tous les pays, on était pareil. Mettre fin à la pauvreté est aujourd'hui, pour nous, une impérative mission. Et chacun d'entre nous doit, dans les fonctions qui sont les siennes, participer à cette action de solidarité humaine. Nous sommes dans le Lower Side, à 2 pas de la 5e avenue, à 10 minutes des Nations Unies. Et Holly Edison vit ici avec ses 5 enfants. Elle raconte à Jean-Luc qu'elle a habité ici, au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Il y avait des trous dans le mur et les rats passaient. Et même si je suis asthmatique, ajoute-t-elle, j'ai pris un chat pour chasser les rats. J'avais peur pour mes enfants. Personne ne devrait vivre comme ça. Ce n'est pas humain. Holly Edison continue de marcher dans ce quartier. Chaque bâtiment lui rappelle le combat d'une famille pauvre, menacée d'expulsion. Menacée aussi de voir ses enfants retirés et confiés aux services sociaux. Et cela, Jean-Luc connaît bien, lui qui a passé son enfance à la DAS. Ça ne devrait plus exister. C'est impensable. Ça ne devrait même pas être gravé dans nos livres, ça. La politique française maintenant. Édouard Balladur réunira son gouvernement au grand complet demain après-midi pour essayer de ramener le calme après une fin de semaine agitée dans toute la majorité. Il recevra demain matin Alain Juppé et Charles Pasqua qui s'étaient opposés sur la question de la présidentielle. Édouard Balladur a reçu aujourd'hui José Rossi, le secrétaire général du Parti républicain, qui a été, vous le savez, désigné pour remplacer Gérard Longuet au poste de ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Postes. Et puis un nouveau candidat potentiel pour l'élection présidentielle, Brice Lalonde, qui indique dans Libération qu'il est déjà à la recherche des 500 signatures d'élus nécessaires pour se présenter. Invité du club de la presse d'Europe 1 ce soir et toujours dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, Jack Lang a indiqué que si la machine à perdre était en marche à droite, la machine à gagner n'était pas forcément prête à gauche. Écoutez. Comme j'observe qu'en ce moment, volontiers on utilise le style mécaniciste ou cinétique, la droite parle de machine à perdre. Mais j'aimerais bien que, pour elle-même, machine à perdre de la droite, j'aimerais bien que la gauche elle-même réfléchisse à ce que pourrait être la machine à gagner. Car ce serait une illusion de croire que la gauche pourrait l'emporter simplement parce que la droite s'entre-déchirerait, connaîtrait des difficultés de toutes sortes. Je pense que pour l'emporter, il faut être capable de concevoir une vraie machine à changer les idées, à changer les projets, à changer les perspectives.
Et puis enfin, François Mitterrand, dans un entretien accordé au quotidien Ouest France, à paraître demain, le président de la République se déclare convaincu que l'interdiction du financement des partis politiques par les entreprises serait une manière d'assainir la vie politique française. La rentrée universitaire se poursuit, elle, tant bien que mal, plutôt mal que bien dans beaucoup de régions. Il y a 90 000 étudiants de plus que l'année dernière, mais pas de locaux pour les accueillir. Résultat, à Saint-Denis, près de Paris par exemple, une rentrée reculée d'1 mois. Reportage de Chantal Kimerlin et Claude Barnier. On ne peut pas continuer. On a fait le calcul, on aura 10 salles de 11 mètres carrés chacune pour 2000 étudiants, c'est pas possible. Voici les 3 hangars qu'on leur propose au milieu d'un quartier à haut risque, celui du Clos Saint-Lazare à Saint-Denis. Impact de balles sur les vitres, pas de sortie sûre, dit-on, après 17 h le soir, des salles au bord d'une rocade, un trottoir pour se retrouver en groupe. Pour les étudiants, c'est non. Déjà à Saint-Denis, j'ai attendu une fois 1 heure mon bus, le soir en hiver, je suis désolée, on m'a accosté, on m'a proposé, vous faites combien tout ça? Vous imaginez ici en pleine cité? Mais où aller étudier? Depuis une semaine, la fac de Saint-Denis n'est pas en mesure de recevoir un seul de ses 4000 étudiants inscrits en psycho. Les profs les accueillent dans les couloirs et doivent se contenter de distribuer la liste des livres au programme. Moi, si j'ai payé, c'est pour avoir un enseignement. C'est pour avoir des profs qui m'instruisent, qui me disent des choses. Ils auraient quand même pu mettre par Minitel que la rentrée n'aurait pas lieu avant 1 mois. C'est de la malhonnêteté, c'est malsain, c'est un manque de respect par rapport aux étudiants, c'est intolérable. En 4 ans, le nombre des étudiants a augmenté ici d'1 tiers. La direction de l'université ne cache pas son inquiétude. Je me demande comment on va pouvoir faire la rentrée. Bon, alors c'est vrai que vous avez une situation, alors moi je suis de plus en plus inquiet, effectivement, sur la situation de l'enseignement supérieur. Dans l'urgence, Saint-Denis a opté pour la précarité et le provisoire avec ses 3 hangars. Mais qui peut en être satisfait? Les journalistes de Radio France poursuivent leur grève, au moins jusqu'à demain soir minuit. Ils protestent contre les écarts de salaire avec les journalistes des télévisions publiques, donc de France 2 et France 3. Grève également à l'agence France Presse, un mouvement qui concerne tous les services, journalistes, techniciens et administratifs, et qui durera jusqu'à demain 14 h. Au chapitre économique, on pourra dès demain se procurer dans les banques ou à la poste les premières actions Renault. L'ouverture du capital va porter sur 70 millions de titres. Laurent Bailly. Attention, ce n'est pas un nouveau modèle Renault que l'on vend cette fois, mais bien l'entreprise elle-même. Ou en tout cas une grosse minorité de son capital, comme l'a reconfirmé aujourd'hui encore le ministre de l'économie Edmond Alphandéry. Il y aura environ 30-31% du capital de Renault qui va être vendu sur le marché. Ce spot publicitaire lance à partir de demain le préplacement des actions. 60% de ces actions seront réservées aux particuliers. Les groupes intéressés comme Matra ou Elf s'en partageront 5%. Et les salariés ou anciens salariés de Renault, soit 300 000 personnes, disposeront, entre autres avantages, d'un rabais de 20%. Pour les autres, c'est le tarif normal, mais on aura droit à une action gratuite pour 10 achetés, si on les conserve pendant au moins 18 mois. Au fait, à quel prix? Sans doute autour de 170 francs l'action, mais ça, on ne le saura qu'à la toute fin du mois. Et puisque nous sommes dans les dates et les chiffres, sachez que le TGV Transmanche, l'Eurostar, sera mis en circulation le 14 novembre. Il partira de Paris ou de Bruxelles pour rallier Londres. Le prix du billet aller-retour entre 790 francs en deuxième classe et 1620 francs en première classe. Une enquête difficile pour les policiers parisiens dans le milieu des travestis. 2 d'entre eux ont été assassinés en peu de temps dans le bois de Boulogne, un bois qui avait été fermé à la prostitution en 1992. Mais les travestis continuent d'y travailler. Vincent Nguyen et Raymond Chaplard. Au bois de Boulogne, tout le monde en parle, de ces mystérieux meurtres. Dans la nuit de lundi à mardi, un travesti a été tué d'une balle de 22 longs rifles dans le dos, pas de témoins. 5 jours avant, un autre d'origine colombienne avait été aussi assassiné exactement dans les mêmes conditions. Ici, c'est l'indignation. Il y a une copine qui se font tuer et c'est pas normal, il n'y a pas un flic. Quand c'est pour nous donner des PV, ils sont tous là. Quand c'est pour nous embarquer, ils sont tous là. Si c'était quelqu'un d'autre qui se faisait tuer comme ça, je suis sûr que ça serait bourré de flics tout le temps. Pourtant, la brigade criminelle s'occupe de l'affaire. Au bois où les agressions sont pourtant monnaie courante, des faits similaires avaient déjà créé une véritable psychose il y a quelques années. Les prostituées parlent d'autres meurtres et l'on pense à un tueur en série. Les rumeurs vont bon train ici. La peur s'installe. Nous, on fait rien de mal. Et en fait, on est obligé de se protéger, on est obligé d'être armé en ce moment pour nous défendre.
pour vous protéger. Moi j'ai une arme. Oui, je la montrer. Je les attends. Avec des armes, vraies ou fausses, les travestis espèrent bien dissuader cet individu dont on ne sait strictement rien et quel pouvait bien être son mobile. C'est pas la drogue, moi je dis que c'est pas possible que ça soit la drogue. C'est pas un règlement de compte, c'est un mec soit qu'il a été contaminé par le sida, ou soit c'est un malade mental qui a quelque chose contre les travelots, c'est tout. En fait, la police ne sait même pas s'il s'agit d'un ou de plusieurs agresseurs. L'enquête piétine. Seule certitude, cette affaire sème le trouble parmi les travestis qui, malgré la fermeture des axes les plus chauds du bois il y a 2 ans, ont choisi de travailler ici. Toujours en région parisienne, les gendarmes de Coulommiers viennent de mettre à jour un trafic clandestin d'alcool portant sur des dizaines de milliers de bouteilles. Elles étaient volées en supermarché et revendues à de petits épiciers. Pascal Doucet-Bon et Pierre-Laurent Constant. Il s'agissait au départ d'un vol bien banal, mais en quelques mois de filature, les gendarmes de Coulommiers et de Paris ont déroulé le fil d'un trafic qui durait depuis 2 ans. Ce butin, 1500 bouteilles et plusieurs centaines de rasoirs, briquets et boîtes de conserve ne représentent qu'une semaine de stock. Les trafiquants, des Roumains pour la plupart, étaient de bons distributeurs. Quant à leur technique de vol, elles étaient simples et efficaces. Voici un tablier de fabrication artisanale porté par les femmes. Recto et verso, la petite poche permettant d'y mettre par exemple des bouteilles. On a la même chose pour les hommes, la chemise avec les boutonnières renforcées pour éviter que la chemise ne craque avec les bouteilles sur le corps. Le réseau comportait des grossistes et des représentants qui alimentaient une trentaine d'épiceries. Chaque bouteille vendue 60 francs rapportait le double aux détaillants. C'est la première fois qu'une telle organisation de vol à l'étalage est mise à jour et c'est un précédent. Il ne s'agissait certainement que d'une toute petite partie du réseau. Une actualité littéraire et ludique maintenant qui va nous permettre de souffler un peu. L'opération Le Temps des livres a commencé la semaine dernière. Une opération qui veut encourager les jeunes et les moins jeunes à la lecture. Tous les libraires qui peuvent aussi y trouver leur compte ont été mis à contribution. Vous allez le voir, comme en témoigne ce reportage dans les Yvelines de Geneviève Moll. Ils ont entre 7 et 8 ans, ils savent à peine reconnaître les saisons, pourtant ils participent tous au concours Le Vent d'automne, organisé par les libraires de Bougival. Dans chaque vitrine, il y a une erreur. Par exemple, dans ce décor d'automne, l'erreur, ce sont les tulipes, qui sont des fleurs de printemps. Le but de ce concours, inciter les enfants à aller vers les livres. Ce support est un moyen d'approcher la lecture. La lecture est toujours un peu vague et un peu floue, et je crois qu'il faut toujours un thème pour susciter l'envie de lire. Le thème est ensuite largement développé dans la bibliothèque municipale. Là, les enfants pourront répondre, grâce aux livres, aux questions qui leur ont été posées. Cette feuille verte, de quel arbre elle est? Et regarde bien, c'est une feuille allongée. Je pense que c'est un bon stimulateur pour faire tout un tas de choses en classe et pour justement amener à lire des enfants qui ne sont peut-être pas des lecteurs passionnés d'eux-mêmes. Alors les enfants, est-ce que vous avez trouvé les anomalies qu'il y avait dans les panneaux? Oui. Tous? Oui. Comment sais-tu tout ça? Je l'avais appris avec maman. Quelquefois, on fait des devoirs supplémentaires les soirs. Est-ce que tu lis beaucoup, Fanny? Oui, assez beaucoup. Assez beaucoup. Est-ce que c'était difficile pour toi, ce jeu? Pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà appris. Tu les as apprises où, ces choses? En regardant dans des livres, et je l'ai appris à l'école aussi. En ce moment, nous sommes en automne. La récompense de ce concours, ce sont bien sûr des livres. Mais c'est aussi un conte, dit par la bibliothécaire Madame Cartala. Un conte qui explique pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l'automne, sauf le sapin. Il y avait un tout petit oiseau qui s'appelait Plume. Vous voulez savoir la fin? Faites comme eux, cherchez-la dans les livres. La saison se refroidit. Les oiseaux... En marge des défilés de mode maintenant, se déroulera demain soir au Carrousel du Louvre un spectacle exceptionnel. Les grandes étoiles de la danse, habillées par des stylistes, vont se produire au profit de l'association Arcade Sida, dont le danseur étoile Patrick Dupont définit l'action à Georges Bégout.
Les bénéfices qui vont être récoltés demain soir, seront utilisés pour pouvoir loger des gens, pour pouvoir fournir des appartements à des gens qui sont malades du sida en phase terminale et qui ont besoin de soins intensifs, qui ont besoin qu'on les nourrisse, qu'on s'occupe d'eux. Et donc l'association Arcat a acheté un immeuble et a fait un projet qui s'appelle Casa, justement pour loger ces gens qui sont malades. Alors comment faut-il faire pour demain? On vient au Carrousel du Louvre. C'est pas difficile. Si on veut il reste des places à vendre. Alors il y a des places à 200, 500, 600, je crois même jusqu'à 2000 francs. Mais on peut acheter aussi ces places dans les magasins Virgin, dans les Fnac, ou alors venir directement, le spectacle est à 21h, venir directement au Carrousel du Louvre, c'est salle Le Nôtre. Donc c'est sous la grande pyramide, là où il y a la pyramide inversée. Et donc il y a des places à vendre. Et nous on sera tous là pour faire un spectacle qui j'espère sera magnifique. Les défilés haute couture se terminent, ils touchent à leur fin, on a un peu de peine à le dire tellement c'est beau. Le feu d'artifice du jour était signé Chanel, Nicole Cornu-Langlois. Pas de doute possible, nous voici vraiment dans l'univers Chanel avec Claudia, son héroïne siglée. Tailleur de tweed pailleté certes, mais sur petite culotte de tweed assortie. Ça c'est nouveau. Du tweed écossais, oui, mais accessoirisé dingue. Fluo. Talons bicolores à vous donner le vertige. Bijoux fascinants comme le triangle de strass de Naomi qui tout à coup fait vibrer une robe noire. Une palette de couleurs vives, de la tête aux pieds pour provoquer l'été. Gageons que le centimètre carré de ces micro-maillots scintillants est hors de prix. Mais quand on aime, on ne compte pas. Ces strings sont moins indécents que ces robes résilles, conçues probablement pour recevoir chez soi. D'autres transparences moins audacieuses en tulle jersey noir, disons plus romantiques. Des découpages et drapés savamment orchestrés. Des transparences pastel pour la Madone des podiums en magicienne étoilée. Et un final de jeunesse, de désordre, pour un été de vivacité et d'humour proposé par Karl Lagerfeld. Voilà, superbe. Du cinéma maintenant, avec l'événement de la semaine, le retour d'Harrison Ford dans Danger immédiat. Il interprète un agent de la CIA, un rôle dans lequel Harrison Ford semble au moins aussi à l'aise que dans le rôle de l'aventurier. Pascal Deschamps et Pascal Ponce l'ont rencontré. Harrison Ford, qui ne tourne qu'un film par an, a choisi de retrouver Philip Noyce, le réalisateur de Jeux de guerre, et le rôle de Jack Ryan, l'analyste de la CIA, héros des romans à succès de Tom Clancy. Le nouveau volet de ses aventures le conduit cette fois dans un pays d'Amérique latine où sévit un puissant cartel de trafiquants. Toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé n'est en aucun cas fortuite. Mais le vrai sujet de Danger immédiat est ailleurs. Jack Ryan découvre que le président des États-Unis lui-même a commandité contre le cartel une opération armée engageant des militaires américains, et ce sans en référer au Congrès. Toute ressemblance avec des faits existants, etc., etc. Tom Clancy s'est bien sûr inspiré de l'actualité. Les Américains, depuis l'affaire du Watergate, ont toujours essayé d'être vigilants face aux abus de pouvoir de nos présidents. Donc, sous la surface, il y a beaucoup d'allusions à la réalité, l'Irangate par exemple. Je n'ai jamais ordonné Non, quelconque... non, ne jouez pas à ce petit jeu-là avec moi. Je ne vous laisserai pas salir leur mémoire en me faisant croire que vous n'y étiez pour rien. Quel droit venez-vous me faire la morale dans ce... Mais vous, monsieur, de quel droit? Quel droit venez-vous dans ce bureau aboyer après moi comme un sale petit roquet? Je suis le président des États-Unis, monsieur. Bien sûr, comme on a maquillé ça en film d'action, un film de divertissement, un très large public est allé le voir. Mais je sais, d'après les enquêtes menées auprès de spectateurs, qu'ils ont bien saisi le message politique. Bill Clinton l'a vu quelques jours après la sortie. Il a appelé nos bureaux pour dire qu'il avait aimé le film. Mais on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il dise le contraire. Donc qui sait ce qu'il a vraiment pensé? Je ne danse pas. Le public américain a fait un triomphe à l'intègre Jack Ryan, pas seulement parce qu'il a les yeux bleus d'une de leurs stars préférées, mais aussi parce qu'il fait finalement triompher le droit, et ça vaut bien une place de cinéma.
Voilà, donc danger immédiat à partir de mercredi. Sachez également que c'est Alain Delon qui présidera la prochaine nuit des Césars. Nous terminerons ce journal avec une pluie d'étoiles, la grâce, la beauté, le style réunis sur une seule et même patinoire. Katharina Witt a entamé une tournée à travers la France, un spectacle qui mêle avec bonheur patinage, musique et chanson. Laurent Frédéric Bollet et Alain Poirier. Où Tellemper chante, Katharina Witt danse quand le patinage allie la voix et la grâce. Katharina Witt est en tournée en France, souvent dans des petites patinoires, l'occasion unique de l'approcher de près. Cela peut paraître étrange de me voir en tournée dans des petites patinoires, mais le public est plus présent, participe mieux. Ce qui est intéressant, c'est de voir les différences de réaction. À Marseille, c'était très enthousiaste. Ailleurs, peut-être un peu plus calme. Mais c'est très bien comme ça. Des étoiles, j'ai hissé les voiles, largué les amarres. À 28 ans, l'ancienne double championne olympique et multi-championne du monde entame une seconde partie dans sa carrière. Non pas qu'elle rejoigne l'ombre et l'anonymat, mais ces spectacles visent avant tout une certaine nostalgie d'un patinage que l'on appelle toujours artistique. Je pourrais caresser ton nom. On peut encore la voir jusqu'au 25 octobre de Caen à Colmar. La chanson sur laquelle elle triomphe maintenant s'appelle Espace indécent. Mais avec Katharina Witt, cet espace, sur la glace, il serait presque incandescent. Voilà, c'est avec Katharina Witt que nous refermons cette édition. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet. Profitez du soleil, il y en aura encore un peu demain, même si la journée sera fraîche. À 20h50, Les Épées de Diamant, un téléfilm français de Denis de la Patelière. Jean-Luc Delarue vers 22h40, ça se discute. Enfants, parents, qui est le boss? C'est le thème de ce soir. Le dernier journal présenté par Florence Duprat vers minuit moins le quart. Demain matin, Télématin. Gérard Leclerc recevra à 7h50 dans Les 4 vérités Alain Madelin, le ministre des Entreprises. À 13h, Daniel Bilalian. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, merci.